Bienvenue à tous dans cette émission spéciale de Demain à la Une, une émission qui est consacrée à la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. C'est le 25 novembre. Ceci alors qu'un récent rapport de l'ONU lance un appel à l'action à mi-parcours du programme onusien de développement durable à l'horizon 2030. En effet, les progrès concernant l'ODD numéro 5, à savoir l'égalité des sexes, sont clairement très éloignés des objectifs jusqu'ici. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette première partie, tout d'abord Maître Violaine de Philippi Sabat, avocate engagée pour les droits des femmes, autrice aussi de ce livre « Classées sans suite, les femmes victimes de violences face à la justice » et aux éditions Payot, et on reviendra dessus. Bonjour Maître, merci d'être avec nous. On devrait peut-être d'ailleurs dire maîtresse, oui. Vous me direz, parce qu'il faut commencer à féminiser tous les termes, et Laure maintenant qui est avec nous, notre spécialiste droits des femmes, présentatrice de l'émission actuelle qui fête ses 10 ans cette année. Joyeux anniversaire déjà. Et puis on reviendra aussi là-dessus. Je vais commencer avec vous, Laure, pour savoir, on parle généralement de la violence, les violences à l'égard des femmes ou faites aux femmes. De quoi parle-t-on exactement ? On parle d'un peu tout en fait, Aziza. Évidemment, on parle des coups et blessures, du fait du risque supplémentaire qu'il y a quand on est une femme pour sa sécurité. Je voudrais notifier notamment que, par exemple, les femmes en Corée du Sud, on revient justement avec Actuel de Corée du Sud, on fait une émission spéciale, et ce qu'on a constaté, c'est que, par exemple, les masculinistes, qui sont très mobilisés dans le pays, considèrent qu'une femme qui a les cheveux courts, ce qui est rare chez les femmes coréennes, eh bien, c'est une femme féministe, et dans leur jargon, en fait, ça veut dire qui est anti-homme, misandre. Et récemment, eh bien, il y a une agression d'une femme qui avait les cheveux courts par un masculiniste qui s'est fait casser la figure par cet homme parce qu'elle avait les cheveux courts et qu'elle était donc soupçonnée d'être misandre. Et ça, c'est des choses qu'on croise assez régulièrement. Et puis, il y a évidemment toutes les questions du harcèlement, le harcèlement sexuel qui peut avoir lieu en entreprise, dans la rue. Et il y a régulièrement des questions qui sont posées aux femmes dans des sondages assez légers en réalité, et qui ne sont pas forcément extrêmement scientifiques, mais dans lesquels on leur demande que feriez-vous si par exemple la nuit il n'y avait pas d'hommes dans la rue. Et ben les femmes vont vous répondre: je me promènerai en jupe, je me promènerai la nuit, je ferai mon jogging la nuit, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, même dans un pays comme la France, ça n'est pas acquis pour leur sécurité. Et puis bien sûr, il y a toute la question des agressions sexuelles et des viols, sachant que l'immense majorité des viols ne font pas l'objet de plainte parce que les femmes craignent de ne pas être crues, que les viols sont souvent l'objet d'une personne qu'elles connaissent et non pas d'un agresseur inconnu dans un parking. Donc c'est compliqué aussi d'un point de vue relationnel. Et puis en plus qu'il y a souvent une mauvaise réception par la police, c'est très compliqué et que les condamnations sont rares. Et puis il y a aussi la question des féminicides. Un féminicide, c'est tuer une femme parce qu'elle est une femme. Et ça, encore en France, on le constate aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle les féminicides par compagnon ou ex-compagnon. Il y en a un tous les 3 jours en France à peu près. On est au 91e, là, au 10 novembre. Et j'ai envie de dire, la France n'est pas la pire dans ce domaine, puisque par exemple au Mexique, c'est 10 femmes et filles victimes chaque jour de meurtres parce qu'elles sont des femmes. Et ça, quand je dis meurtre, en fait, c'est plutôt assassinat, parce qu'en réalité, les meurtres de femmes parce qu'elles sont des femmes, quand elles sont faites par des compagnons ou des ex-compagnons, en fait, c'est prémédité. Ouais. Ça n'arrive pas au coin de la rue comme ça. Et puis, dernière chose, c'est les violences économiques. Ça, c'est un critère qu'on prend de plus en plus en compte. En fait, c'est un homme qui essaie d'empêcher l'autonomie financière d'une femme, soit en l'empêchant de travailler ou de travailler à temps plein, en l'obligeant à choisir un métier dans lequel elle est mal payée, mal reconnue, et ou en mettant la main en fait sur la totalité de son salaire auquel il l'empêche ensuite d'accéder. Alors, le rapport de l'ONU qui est sorti effectivement il n'y a pas très longtemps, on y apprenait que l'investissement supplémentaire de 360 milliards de dollars par an qui est nécessaire en fait pour assurer l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes d'ici 2030, on est très très loin. On est très loin parce que, en fait, les crises se multiplient. Les guerres, tous les conflits font d'abord des victimes chez les populations les plus vulnérables, c'est à commencer par les femmes et les enfants. Ce sont elles qui sont, et eux qui sont victimes d'agressions sexuelles. Ce sont eux qui sont laissés pour compte sans défense possible. Mais il y a aussi toutes les questions climatiques et environnementales. Et ça aussi, ce sont les populations les plus vulnérables. Et encore une fois, les femmes et les enfants qui sont touchés en priorité. Souvent, les femmes ont plus des travaux, des emplois dans l'économie informelle. Quand je dis emploi, elles sont auto-employées, elles sont sur le bord de la route, donc elles ne sont pas
dans les bureaux qui sont plus résistants aux intempéries. Elles sont aussi les premières qu'on retire de l'école chez les petites filles, dans les familles. Quand il y a une catastrophe et que la maison s'effondre avec toutes les économies et toutes les possessions matérielles à l'intérieur, la famille se retrouve extrêmement démunie. On retire les enfants de l'école pour qu'ils travaillent. Et si on doit remettre quelqu'un à l'école, ce sera les petits garçons en priorité. Et les filles, ce qui se passe, c'est qu'on les marie. On les marie très jeunes pour avoir une bouche de moins à nourrir. Alors, maître de Philippe Sabat, 118 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France sur l'année 2022, selon le bilan de l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple publié tout récemment, en septembre, par le ministère de l'Intérieur. Près d'une victime sur 3 avait déjà subi des violences. Comment est-ce qu'on peut lire ces premiers chiffres ? Et d'ailleurs, quand elles avaient signalé ces violences, c'est bien dans 8 cas sur 10, la plainte avait été classée sans suite, ce qui avait amené ensuite au féminicide. Ça, ce sont les statistiques d'un rapport officiel, puisque ce sont les stats de l'Inspection générale de la justice. Donc parfois, on dit oui, les stats des associations, elles ne sont pas très fiables, ce qui est faux, bien sûr. Mais en l'occurrence, là, pour le coup, ce sont vraiment les statistiques du ministère. Eh bien, c'est très grave. Ça veut dire qu'en réalité, ces femmes, quand elles ont voulu signaler les violences pour être accompagnées, on ne les a pas aidées. Et le rapport de l'IGJ, Inspection générale de la justice, qui s'est donc penchée sur l'étude de ces femmes décédées sous les coups de leur conjoint, date de 2019 et nous dit quoi ? Nous dit que dans la plupart des cas, ces classements sans suite résultaient d'un manque d'investigation. Pas d'audition systématique de l'homme concerné et quasiment jamais d'enquête d'environnement. L'enquête d'environnement, ce sont ces investigations qui consistent à appeler les proches de l'homme concerné, que ce soit l'employeur, les ex-compagnes, etc. Ce sont des exemples. Si des investigations avaient été réalisées, peut-être qu'à l'heure où on parle maintenant, ces femmes ne seraient pas toutes décédées. Alors, justement, parce qu'on y reviendra sur les classements sans suite, puisque c'est l'objet de votre livre, mais avant ça, il y a un autre chiffre qui donne aussi froid dans le dos. C'est 100 000 femmes se disent victimes de viols et de tentatives ou de tentatives de viol par an. Seulement 1000 hommes sont condamnés. Est-ce qu'il y a un problème déjà au début du parcours, à savoir au moment du dépôt de plainte ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'accueil des victimes qui viennent pour déposer plainte lorsqu'elles prennent la décision de le faire est très mauvais à l'heure actuelle. Les dispositifs qui ont été mis en place ne sont pas suffisants et parfois même pas appliqués. Je pense notamment au dispositif qui consiste à dire orange si vous venez pour violences faites aux femmes ou bleu dans les autres cas. Bon, c'est un grand affichage dans la gendarmerie ou le commissariat. En fait, vous vous doutez bien qu'aucune confidentialité n'est respectée puisque tout le monde a vu le code couleur. Et puis, les agents ne sont pas nécessairement formés. J'en parle dans le livre, je m'en entretenais avec une agente de police. Et quand je lui ai montré le code en lui disant « Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous appliquez ce code couleur ?» Elle s'est retournée et elle m'a répondu « Ah, ça, c'est pour donner un côté ludique. » Voilà, d'accord. Donc, c'est vraiment du vécu au moment où j'ai trouvé le livre. Ce qu'on apprend et ce qu'on vient d'apprendre, en tout cas, c'est que depuis le 4 octobre, il y a eu un accord ici à Paris, en tout cas, entre la préfecture de Paris, la PHP, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris, et les parquets de plusieurs régions. Donc, il y a Bobigny, me semble-t-il, Paris, mais d'autres aussi, pour commencer à accepter les dépôts de plainte dans les services des urgences quand les femmes sont reçues aux urgences. Oui, alors ça ne peut être que salué, puisque ça évite aux femmes victimes, finalement, d'avoir à se déplacer, et peut-être que ça peut paraître rien, se déplacer quand c'est pas très éloigné, le commissariat de la gendarmerie, mais en réalité, quand on est victime, c'est le parcours de la combattante, et ça passe aussi par faire ce chemin-là, sur lequel on peut se demander si on a vraiment, finalement, la force d'aller déposer plainte, se poser des questions, se poser la question si on est légitime. Donc le fait de recueillir... Plus l'affichage et le manque d'intimité dont vous parlez une fois qu'on est sur place. Exactement. Donc le fait de recueillir directement au même endroit que les urgences, c'est très bien. Il faudrait que ce dispositif soit finalement élargi pour permettre aussi aux femmes qui viennent en consultation hors urgence de pouvoir déposer plainte dans les mêmes conditions. Et dans d'autres villes. Exactement. Bien évidemment. Alors, il ne peut pas y avoir de victimes sans coupables. Ce sont les termes de Sylvie Pierre Brossolette, qui est la présidente du Haut Conseil à l'égalité ici en France entre les femmes et les hommes. Ça me ramène du coup à l'objet de votre livre. Je rappelle, Classer sans suite les femmes victimes de violences face à la justice. Une fois qu'on a dépassé le moment de déposer une plainte et que l'affaire arrive en justice, comment est-ce que la justice en France traite ces dossiers ? Alors en réalité, c'est rare que ça arrive jusqu'au procès, puisque une fois qu'on a déposé plainte, se passe un long tunnel que je décris notamment dans le livre, où en fait, la plupart du temps, vous n'êtes pas tenu au courant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui m'appellent, parce que je tiens notamment des permanences juridiques gratuites avec des associations, et elles me disent « Mais moi, en fait, je ne sais pas où en est ma plainte. Je ne sais même pas si elle a été classée. » Donc en réalité, elles ne savent pas quelles investigations ont été faites, si leur plainte a été classée, elles ne savent pas comment faire pour contester le classement. Et finalement, les affaires qui arrivent jusqu'en juridiction sont une minorité. D'accord.
Ça veut dire que ça arrive en plus au civil et non pas au pénal. C'est requalifié en agression sexuelle et non pas en viol pour faire accélérer la justice. Oui, effectivement, quand c'est correctionnalisé, ça reste au pénal. Donc il y a bien un phénomène de ce qu'on appelle la correctionnalisation. Ça reste au pénal, c'est pas civil. Mais effectivement, un viol qui va être requalifié en agression, ça va être de l'ordre du délit et donc on partira pas sur les mêmes peines. C'était à l'époque pour désengorger les juridictions, en tout cas le motif officiel. Aujourd'hui, avec la mise en place des cours départementales criminelles, faudra voir si ça permet justement d'éviter trop de correctionnalisation et de pouvoir faire en sorte que les viols soient bien jugés comme des crimes. Très bien. On continuera à en discuter de toute manière en deuxième partie. Je voudrais avant de finir juste repasser la parole à Laure. Comme je disais, ce sont les 10 ans de l'émission actuelle. Donc, encore une fois, félicitations en tout cas pour tout ce travail qui est fait depuis 10 ans. C'est une émission de France 24 qui existe dans plusieurs langues et qui traite des sujets justement liés aux droits des femmes. Et c'est une émission qui est qui est très rare en fait dans l'audiovisuel international. En fait, c'est l'une des rares émissions qui traite de ces questions dans le monde, dans autant de pays et dans autant de langues. En fait, ça fait de nous des ovnis. Or, le journalisme de genre, c'est extrêmement important parce que comme les femmes représentent la moitié de l'humanité, on a tendance à ne pas les considérer comme une minorité. En réalité, on représente même plus de 51% de la population mondiale. Donc, on est une majorité, mais malgré tout, on est considéré et traité comme des minorités avec des inégalités qui vont des violences dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi des inégalités de salaire qu'on constate dans des pays comme la France quand même, et qui vont se lisser seulement sur 150 ans. Et puis, quand on observe l'actualité, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a un retour en arrière sur les droits des femmes. Quand on regarde le renversement de l'arrêt Roe contre Wade aux États-Unis qui protégeait le droit à l'avortement dans la Constitution, c'est un retour en arrière majeur qui met beaucoup de femmes en danger, des femmes qui sont victimes d'agressions et qui se retrouvent enceintes malgré elles, ou des femmes qui sont en danger parce que la grossesse les met en danger. C'est un retour en arrière très grave. À propos de ce livre, alors un des points que vous soulevez, c'est la question du dépôt de plainte. Alors on en a parlé en première partie, mais c'est d'autres choses que je voudrais parler, puisque vous dites, on ne doit pas dire il faut porter plainte. Le fait de pouvoir porter plainte, c'est un droit, ce n'est pas une obligation, c'est une injonction de plus qu'on a l'impression de mettre sur le dos des victimes ou des survivantes. Oui, tout à fait, puisque le discours de la classe politique, c'est souvent de dire « laissez la justice faire son travail, j'invite les femmes à déposer plainte, allez-y », comme si tout allait très bien se passer. Alors qu'on sait qu'en réalité, c'est une machine à broyer les victimes à l'heure actuelle, et donc c'est un droit, ce n'est pas une obligation, et c'est ce que je tiens à rappeler, et je le rappelle notamment dans le livre, c'est-à-dire que quand on y va, faut être préparé malheureusement et accompagné dans l'idéal par des psychologues spécialisés en troubles de stress post-traumatique, en mémoire traumatique, etc. Parce que ça n'a rien d'une prise en charge finalement étatique convenable. Donc dire aux femmes, il faut déposer plainte, c'est encore une fois faire reposer sur elles une obligation. La responsabilité de ce qui va aussi leur arriver même après. C'est-à-dire que s'il ne se passe rien, c'est parce que tu n'as pas porté plainte. Oui, et puis il y a beaucoup, en tout cas il y a quelques auteurs hommes qui ont pu écrire récemment si vous êtes agressé ou violé, allez déposer plainte. Mais j'ai envie de leur dire, mais en fait, les gars, vous savez pas ce que c'est le dépôt de plainte. Donc comment vous pouvez dire ça aux victimes ? La réalité du terrain, c'est que dire aux femmes d'aller déposer plainte comme un ordre, c'est les envoyer finalement dans un mur. Il faut vraiment être accompagné pour le faire. Voilà, c'est un choix. Il peut être réparateur pour certaines femmes, il ne l'est pas pour d'autres, et on ne doit pas juger les femmes pour ce choix. Alors justement, nous avons une psychologue avec nous, ça tombe bien. Un mot là-dessus, puisque aujourd'hui, quand on est une femme victime ou survivante d'un viol, c'est déjà beaucoup à gérer. Pouvoir aller de la maison au commissariat pour déposer plainte demande beaucoup d'efforts. Ce n'est pas une simple démarche administrative. Complètement. C'est une démarche vraiment difficile et délicate pour les victimes. Sur la question, par exemple, d'une démarche pour une plainte pour viol, il y a toute la question de la prise de conscience déjà d'avoir été violée, de ce que ça signifie, la culpabilité, la honte. Ce sont des sentiments qui sont essentiellement portés par les victimes. Donc oui, effectivement, quand on vient dire que le dépôt de plainte est un droit, ça permet effectivement à certaines victimes de retrouver une capacité d'agir. Mais néanmoins, la réalité, c'est qu'il y a toujours ces craintes de ne pas être crues, la crainte de ne pas finalement pouvoir... Il y a la question aussi au niveau du parcours judiciaire, il faut pouvoir aussi apporter la preuve, il faut aussi pouvoir justifier. Et ça, c'est vraiment là qu'on est dans le vrai parcours de la combattante. Surtout d'ailleurs quand on parle entre autres des viols conjugaux, par exemple, des choses qui se passent à la maison.
c'est compliqué d'avoir des témoins. En sachant que la plupart du temps, les victimes de viol réellement connaissent leur partenaire. Donc souvent, on se représente le viol comme finalement avoir été violé par quelqu'un dans la rue, l'aspect soudain, alors qu'en réalité, les victimes connaissent le partenaire. Donc la démarche est d'autant plus difficile. Et dans le cadre du viol conjugal, il faut pouvoir prouver la pratique sexuelle habituelle de la pratique lors du viol. Je reviendrai justement sur cette question de temporalité. C'est vraiment important de prendre en compte que les victimes, il y a tout un parcours de reconstruction et ce parcours, il est à la fois psychologique et judiciaire. Et effectivement, je rejoins vraiment Violaine dans le sens que aujourd'hui, les victimes, parfois, décrivent et très régulièrement que le parcours judiciaire, c'est la double peine et parfois même la triple peine aussi quand elles sont mères et qu'elles ont des enfants. Donc c'est vraiment un parcours à prendre en compte et c'est vraiment à nous de nous mettre à disposition des victimes pour pouvoir les accompagner sur ce terrain. Et il y a aussi une autre question qui se pose souvent quand on a, entre autres, des affaires de viol, des affaires d'inceste, où les victimes vont attendre plusieurs années avant d'oser aller déposer plainte et on a l'impression qu'on leur reproche presque ce temps pris alors que psychologiquement, encore une fois, ce n'est pas une simple démarche administrative. Exactement. Il y a quelque chose qui est très concret actuellement et merci encore pour ce livre parce que ça nous permet, nous, en tant qu'association, de pouvoir aussi avancer des données, des informations. J'avais travaillé avec une déléguée du procureur sur Paris qui nous disait très simplement, par exemple, qu'à chaque fois qu'elle avait des dénonciations de violences sexuelles sur enfants, elle regardait s'il y avait un juge aux affaires familiales en cours, c'est-à-dire une procédure de séparation. S'il y avait une procédure civile en cours, elle classait parce qu'elle partait du principe que c'était forcément une dénonciation calomnieuse. Ça, c'est un gros problème qu'on a actuellement. Et donc, nous, dans les associations, en réalité, on fait énormément de post-violence conjugale. On n'accompagne pas que des victimes pour pouvoir se séparer de leur conjoint violent quand elles sont encore au domicile. On accompagne énormément de femmes victimes qui, aujourd'hui, sont dans des parcours judiciaires et souvent, quand elles sont mères, dans des parcours judiciaires qui durent des années et des années, dans lesquels, finalement, les dysfonctionnements judiciaires viennent participer à un maintien de l'emprise de la part de l'auteur. Alors, quand on parle justement de cette emprise et qu'on parle de la prise en charge et aider ces femmes demande de l'argent. Alors, en 2023, le 25 septembre 2023, la Fondation des femmes a sorti un rapport où elle estime à 2,6 milliards d'euros par an, enfin 2,6 milliards, le budget minimum que l'État devrait investir et consacrer à la protection des victimes des violences faites aux femmes. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on ne dépasse pas les 184,4 millions d'euros. Un budget moyen par femme victime de violences conjugales qui est aujourd'hui en baisse de 26%. Comment est-ce possible encore en 2023 ? Très bonne question. Notre association Elles Imaginent appartient à un réseau, le réseau national Solidarité Femmes. Et actuellement, il y a une association qui appartient à ce réseau dans le 95 qui est en train de fermer ses portes. Manque de moyens. Par rapport à ces questions de budget, elle est en dette. Et du coup, la solution, c'est aujourd'hui qu'elle ferme ses portes. Donc, il y a 40 salariés qui vont être licenciés et des femmes qui vont devoir être reprises par des accompagnements divers. Fort heureusement, elles vont pouvoir continuer d'être accompagnées. Mais nous, en tant qu'association, on doit aussi se battre pour survivre. En fait, pour aider à accompagner les femmes, pour aider les femmes à survivre dans ces situations, nous-mêmes, on doit survivre. Moi, en tant que psychologue aujourd'hui, je suis qu'à temps partiel sur l'association avec toutes les missions de cofondatrice qui sont finalement des missions de dirigeante. Donc, c'est vraiment important d'avoir en tête ce que vivent aussi les associations et que finalement, quand aujourd'hui on donne des chiffres, c'est bien, c'est intéressant, mais ce sont les chiffres que les associations portent elles-mêmes. Si demain je décide de fermer l'association, c'est 500 femmes qui ne seront pas prises en charge sur Paris l'année prochaine. Les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis le Grenelle de 2019 ? Honnêtement, ce qui a beaucoup changé, c'est finalement la parole s'est libérée. On a de plus en plus de demandes. Nous, par exemple, sur Paris, on est obligé de sectoriser sur le sud de Paris pour ne pas avoir des délais où les femmes vont attendre 3 mois pour un premier rendez-vous. Ouais. Alors, maître de Philippi Sabato, au-delà des lois, ce sont aussi les mentalités, on le voit, qui doivent changer. Aussi bien chez le policier qui prend la plainte, chez le juge qui va peut-être un jour traiter, mais aussi chez l'entourage, chez tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, ce travail sur le sexisme, parce que ça commence un peu là, est fait au niveau des écoles, par exemple ? Alors, merci de poser la question, puisque ma fille est en grande section et je me suis posé cette question dans le livre. Et puis, j'ai un exemple très récent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore quelques semaines, ma fille, quand elle allait à l'école, elle devait prendre son étiquette fille et la mettre du bon côté du tableau fille.
Et quand je m'en suis ouverte à la directrice de l'établissement, ça ne s'est pas du tout bien passé. Donc nous, pour répondre à votre question, malheureusement, il y a des professeurs des écoles très bien, et j'ai un merci, qui font un excellent travail avec le peu de moyens qu'ils ont. Mais on fait face quand même à des mentalités d'une autre époque qui ne se rendent même pas compte en quoi trier finalement dans deux catégories les enfants, les incitent à jouer de façon séparée, les incitent à s'assigner des rôles, les incitent à ne pas se mélanger et les incitent à penser que les filles accepter sont des comme stéréotypes. Ça, les garçons... Exactement. Oui. Et pour rebondir sur ce que vous disiez et l'argent, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire de bonnes enquêtes. Et des bonnes enquêtes, ça évite les classements. Et une des solutions que je soumettait dans le livre, c'est en fait de passer une loi qui interdise les classements sans suite, c'est-à-dire rogner sur la liberté des parquets tant qu'il n'y a pas un minimum d'investigation. On ne pourrait plus classer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tiens, il y a une procédure au JAF, donc je vais classer le dossier au pénal. Non, un signalement, des investigations, et on ne pourrait pas classer sans suite sans des éléments d'enquête. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Sonia Pineau, le Haut Conseil à l'égalité ici en France a publié le 7 novembre, donc très récemment, un rapport sur les relations entre femmes et numérique. Et là, on parle d'une autre forme de violence, les violences numériques. L'étude relève d'ailleurs des inégalités de genre et dénonce, je cite, le cercle vicieux du sexisme. Le numérique qui offre aujourd'hui des possibilités aux auteurs de violences conjugales ou de violences tout court face à l'égard des femmes, moyens faciles, accessibles, instantanés, pas de surveillance, pas de contrôle. Quand on parle de harcèlement en ligne, est-ce qu'on parle assez de ces violences genrées en ligne ? Alors, nous, en tout cas, dans la prise en charge des violences conjugales, c'est vraiment important et on parle de cyber-violence conjugale. C'est vraiment précis. Après, sur le harcèlement en ligne que peuvent vivre beaucoup de des étudiantes aussi, ou ce genre de personnes, c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément évoquer l'aspect genré, alors qu'en fait, il est totalement ciblé et totalement genré. Notre association a pu justement faire un événement caritatif avec la plateforme Twitch en février 2023, où justement on travaillait sur ces questions de sexisme. Et on a pu effectivement rencontrer énormément de jeunes femmes touchées. Et il faut aussi savoir que parfois, ça sort même de la sphère du stream, parce qu'il y a aussi des rencontres extérieures. Et beaucoup de jeunes femmes décrivent avoir été violées parfois par des youtubeurs assez connus. Comme on le voit dans les écoles, d'ailleurs, des petites filles qui sont harcelées à l'école et ça continue ensuite sur les réseaux sociaux. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment, que ce soit dans les violences conjugales, au travail, la question du numérique vient ensuite finalement permettre une densité beaucoup plus large des violences et de pérenniser tout ça. Et moins de contrôle et plus d'impunité pour les auteurs. Ouais. Et sur la question des violences conjugales, on va être sur aussi une pérennité même après les violences. Et ces violences, elles peuvent même passer à travers les enfants. Quand par exemple, je vais donner à mon fils de 11 ans un téléphone pour pouvoir l'appeler, finalement, en mettant le contrôle parental, je peux savoir où il est avec sa mère quand il est en vacances, où il se déplace. Donc c'est vraiment important de prendre en compte ça. Et là, judiciairement, et même nous, en tant qu'association, on doit encore se former pour pouvoir aider les victimes à identifier ce type de violence. Qui dit formation, dit forcément budget, encore une fois. Exactement. Merci infiniment, Sonia Pineau, psychologue et cofondatrice de l'association Elles Imaginent, d'avoir été avec nous pour toutes ces explications. Merci aussi à Maître de Philippi Sabat, avocate engagée pour les droits des femmes. Et surtout, j'invite vraiment à lire ce livre qui est très intéressant, qui reprend beaucoup de choses de votre propre expérience d'avocate, classée sans suite aux éditions Payot, les femmes victimes de violences face à la justice. On apprend beaucoup de choses parce qu'effectivement, il s'agit d'un parcours de combattante. Merci infiniment. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette spéciale. Restez avec nous sur France 24. Au revoir et très bon week-end.